Portrait d'artiste. Audrey Vernon. Elle n'est pas vénale ni viable financièrement non plus. Et dans ce monde en perte de repères où la hiérarchie des valeurs est avant tout boursière, l'adhésion au réalisme économique plutôt qu'écologique est hélas la dernière soumission des politiques qui nous gouvernent. Audrey décide alors, elle aussi, de devenir économiquement réaliste, sans finir pour autant cynique, car l'argent l'est pour elle depuis toujours, mais hélas lui, sans aucun humour. La voilà donc lancée à corps et à tout prix dans un cours de capitalisme illustré à l'usage des jeunes filles voulant se marier sans amour, avec un bon parti. Savoir reconnaître un milliardaire d'un simple coup d'œil, connaître par cœur toutes les positions du CAC 40 au milliard près, saisir l'organe, I-gramme des sociétés boursières comme un plaisir léger, du genre voyeur. Nous suivons ainsi notre Audrey, diplômée comme une technicienne de grande surface, analysant les patrons du CAC 40 à la loupe. À chacun ses idoles, les siens sont des êtres chers, très chers à son esprit, comme un cœur de cible. Avec un enthousiasme de groupie de Sansonnettes, elle joue les amoureuses caricaturales déterminées. De celles qu'on n'a pas envie de se mettre à dot, attendant le prince sonnant, et pas trop trébuchant, malgré l'âge certain de ces sexas milliardaires. Elle cherche celui qui la fera enfin quitter sa vie de comédienne intermittente, définitivement abandonnée au maître caché. Avec une apparente naïveté de classe populaire, elle nous dresse par petites bouchées les portraits de ces prétendus milliardaires et compose ainsi une étonnante analyse tout à fait documentée de la sphère économique, du cours de bourse dans lequel jouent ces nantis retombés dans le monde de la finance. Composant un humour qui s'affiche dès le premier degré tout en cachant un double sens, elle fait de l'ascension sociale sans un sacerdoce, usant de son charme, sans dénier le culte non plus de l'argent roi. Audrey Vernon, c'est la femme qui ose tout sans pudeur et sans reproche, quitte à même se déshabiller de dos sur scène. Mais plutôt que son corps, cette fille étonnante dénude de son emballage de progrès le cynisme cru de l'argent moi. Au lieu de jouer la révolutionnaire d'un théâtre populaire, elle en rajoute jusqu'à provoquer la caricature. Son texte subtil et dense parle pour elle, démonte avec étonnement et candeur les stratégies des puissants. La crise est une arnaque, dit-elle, faire disparaître l'argent virtuel et demander un réel remboursement aux gouvernants. Quel talent! Voilà un spectacle économiquement viable pour une mise de fonds modique. Pendant plus d'une heure, vous aurez à voir avec rire garanti milliards d'hier et d'aujourd'hui propres au spectacle de la comédie. Un conte pas courant sur les logiques économiques qui nous gouvernent et nous lient avec délit. Mais la liste de Forbes chère aux milliardaires égocentriques n'est pas la liste de Schindler. Et tous les milliardaires inscrits, quel que soit leur ordre d'apparition, n'emporteront pas au paradis les richesses de ce monde avec la félicité des survivants. Reste donc une mission capitale pour leur épouse légitime, héritière, gérer l'après. Audrey le sait et attend son heure de bonheur. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Merci pour ce beau portrait, beau texte. Mais votre texte est très inspirant également. Alors vous avez l'originalité à Avignon quand même de faire 2 spectacles, ce qui n'est pas très courant quand même dans le monde du seul en scène, on va dire, hein, parce que c'est pas vraiment one man non plus. Oui. Alors vos 2 spectacles, il y a un spectacle qui s'appelle Marx et Génie. Oui. Hein, qui est une lecture, je vois, c'est des textes donc qui sont... Alors c'est pas vraiment une lecture, c'est un One Marx Show. One Marx Show, joli ça. C'est un spectacle autour de la correspondance de Marx, Engels, Jenny et la bonne Hélène de Muth. Ça raconte cette histoire un peu mystérieuse de ce quatuor au 19e siècle qui a vécu toute sa vie ensemble pour la cause du prolétariat. C'est un spectacle qui est à la fois très riche émotionnellement parce que s'il est vraiment beaucoup question d'amitié, d'amour, de famille, d'enfants, de misère et avec des petits côtés légers que j'ai essayé de rajouter comme dans Comment épouser un milliardaire. Oui, parce que finalement vous démystifiez vraiment les mythes, hein, et Marx aussi finalement vous parlez du quotidien, de sa relation avec sa femme, tout ça. Alors c'est marrant parce que finalement on a toujours à l'image l'esprit d'un très grand théoricien qui est toujours d'actualité, hein, on en parlera aussi. Mais là finalement vous
vous montrez tout l'envers du décor et vous montrez toute la partie humaine du personnage. Oui, c'est un petit peu par un angle qui peut être considéré comme réducteur, qui est l'angle de la vie privée, vraiment le côté très très humain, mais on s'aperçoit que la misère dans laquelle il a vécu, l'incapacité dans laquelle il a été de nourrir sa famille, il a perdu 4 enfants à cause de la misère, et cette espèce de violence qu'il considérait comme extrême, d'être obligé de gagner sa vie et donc d'être esclave de ses besoins physiques, c'est des choses qui se ressentent après très fortement dans ses écrits, et il parle pas de la misère de loin, il patauge dans la misère, il vit à Sceaux, dans un quartier ravagé par le choléra. Oui, c'est pas un pur théoricien, il a vraiment une pratique finalement de l'exclusion sociale, de la misère sociale, du chômage et tout ça. Quoi, voilà. Oui, alors qu'il n'était pas du tout destiné à ça, puisqu'il a fait de brillantes études, que c'était un étudiant tout à fait génial déjà, et qui était très remarqué, mais il a été dans une incapacité totale de gagner sa vie, parce qu'il trouvait ça trop idiot de gagner sa vie finalement, de perdre sa vie alors à la gagner. Voilà. Alors c'est intéressant, c'est que vous avez vraiment une approche qu'on pourrait dire presque politique, effectivement. Et alors, elle se retrouve dans un spectacle qui nous paraîtrait comme ça plus léger, avec un titre, on va dire très très rieur aussi. Hein, comment épouser un milliardaire, une sorte de recette. Mais alors, vous êtes sous des dehors finalement de filles qui cherchent le bon parti au premier degré. Vous faites un cours d'économie magistral, sans s'en rendre compte. Et puis, bien sûr, vous maniez l'humour avec force sur un second degré qui est toujours bien caché derrière le premier. J'ai essayé de faire passer toutes ces notions économiques un peu austères avec des images simples. Par exemple, à la fin, quand je parle de la crise et que je dis que la crise pour les milliardaires, c'est les soldes. Oui. J'essaie de donner des images qui sont simples. Très fortes finalement. Oui. Et plus drôle parce que le but de tout ce monde économique et politique, et c'est ce que dénonçait déjà Marx à l'époque, c'est que nous ne comprenions pas le système dans lequel on vit, parce que le fait de ne pas le comprendre, on a l'impression qu'on ne peut pas le changer. Mais c'est le but d'ailleurs, c'est peut-être de nous noyer sous un tas de chiffres, nous disant finalement c'est le rôle des experts et des économistes, et finalement vous ne pouvez pas comprendre ce monde, et donc laissez faire les experts. Oui, alors que c'est très très simple. L'humanité, 99,9% de l'humanité est exploitée par les 0,01% qui restent. Et en tant que salarié, on est victime de ce système, à la fois victime et bourreau. Et c'est vrai que moins on comprend, plus c'est facile pour ce petit pourcentage de la population de maintenir cette domination et de laisser l'humanité esclave. Finalement, ils sont 1226 les milliardaires, voilà. On est 7 milliards et on n'arrive pas à... Et finalement, c'est pas les plus nombreux qui ont le pouvoir. Ah non. Et alors, c'est vrai que on va sur des domaines qui sont vraiment intéressants, parce que c'est le pouvoir par l'information, par la connaissance. Hein, et ça, c'est des notions qui sont dans toutes les grandes idéaux républicains, révolutionnaires. Hein, partager le savoir et éviter que certains, finalement, aient du pouvoir simplement par la simple connaissance et la privation de l'information pour les autres, quoi. Ouais. C'est vrai que j'ai pas du tout envie de faire du spectacle de divertissement. Moi, j'ai plus envie de faire du spectacle de la vérité. De fond, essayer de pas dire aux gens oubliez vos problèmes, mais plutôt non, au contraire, essayons de regarder ces problèmes et d'en jouir finalement. On pourrait dire que Audrey, finalement, c'est l'insoupçonnable gravité de l'être, parce qu'au fond, finalement, il y a des propos très graves. Alors, on peut dire des choses très graves avec beaucoup de légèreté. Oui, je pense que c'est au contraire, plus on dévoile la vérité des choses, plus c'est jouissif pour le spectateur, et plus tout à coup, au fur et à mesure du spectacle, au début les gens sont un peu, les notions paraissent obscures, et pendant tout le spectacle ils deviennent de plus en plus calés en économie, et à la fin ils arrivent à rigoler ensemble de choses. Oui, tout à fait. À la fin, tous les spectateurs sont très très pointus en économie finalement. Oui, parce que c'est un peu le running gag, mais qui n'est pas un running gag, c'est un running connaissance, c'est-à-dire que
Exactement. Vous les avez bien informés au début et donc ils se rappellent, ils reviennent dessus. Et du coup, le spectacle est de plus en plus drôle parce que on est de moins en moins exclus également de tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a des blagues qui reviennent et au début, la première fois, ça peut paraître compliqué, le CAC 40, la liste de Forbes, les milliards et finalement à la fin, j'ai l'impression que les spectateurs sont extrêmement familiers avec ce monde-là et qui connaissent les milliardaires sur le bout des doigts et du coup ils peuvent rire de choses qui sont très très pointues. Et d'ailleurs vous les interrogez, vous vérifiez si effectivement ils connaissent bien leur liste de Forbes, qui est la liste des milliardaires dans l'ordre croissant de la fortune. Oui, mais c'est surtout dans la liste de Forbes, il y a des personnages qu'on côtoie tous les jours sans s'en rendre compte. Par exemple, Amancio Ortega, l'homme qui possède Zara, ou celui de H&M. Oui. Ils sont 5e et 8e fortune mondiale, donc c'est une fortune extrême. Et Bernard Arnault, il a Sephora. Enfin, ils sont dans notre quotidien. Dans notre quotidien, Carrefour, toutes ces choses-là, on se rend pas compte que tous les jours on donne à ces personnes-là qui ont un nom, un prénom, une vie, une famille, des particularités, une nationalité. Et ce sont des personnes physiques, des personnes privées. Et l'essentiel de notre fortune personnelle va dans les mains de quelques milliers de personnes privées qui possèdent une énorme partie de la richesse mondiale. C'est nous qui leur créons leur milliards finalement, et par petites touches, mais des millions de touches. On s'y met tous et puis et on y arrive. Le milliard. C'est assez récent votre envie d'avoir de donner ce fond finalement politique qui est très cohérent sur vos deux spectacles, parce que nous on vous connaissait comme la dernière speakerine survivante, jeune mais survivante du PAF à Canal+. Et vous avez eu envie d'aller au-delà simplement alors c'est pas l'esprit potiche on va dire, parce que vous avez quand même un humour très second degré qui plaît beaucoup et qui est très particulier quand même, qui est un style, une patte chez vous. On rappellera que votre spectacle Milliardaire, vous l'avez écrit ce spectacle entièrement. Oui, et Marx aussi. Et donc à Canal+, vous avez eu envie de changer aussi peut-être l'image que vous donniez, ou c'est ça vous inquiétez d'être une speakerine? Non, du tout. Pas du tout. C'est moi qui ai choisi le terme speakerine et on a fait ça ensemble avec Canal+, de créer ce personnage. C'est vraiment Canal+ qui m'a appris à écrire, puisque j'ai été engagée en 2003. Donc c'est eux qui m'ont dit qu'il fallait que j'écrive, qui m'ont encouragée et après qui m'ont même conseillé de faire un spectacle et de monter sur scène avec mes propres textes. C'est bien entouré donc. Oui, c'est vraiment eux qui m'ont poussé là-dedans. Ils m'ont, par exemple, sur Canal+ décalé, je peux lire du Marx. Ils sont vraiment avec moi. Complètement dans cet univers-là, ils me soutiennent vraiment beaucoup. Ils aiment mes textes. Oui, d'ailleurs, le mot décalé me fait d'un coup rebondir, c'est que vous lisez sur Canal+, décalé, mais du Marx décalé également, parce que Marx a tellement été mis finalement dans une certaine catégorie d'intellectuels politiques que lire du Marx autrement fait ressortir le texte. Ça me fait penser à Jeanne Bridouillard qui interprète De Vos. De Vos, si c'est pas un personnage masculin, qu'est-ce que c'est? En relisant un personnage aussi marqué que De Vos par une voix féminine, le texte apparaît. Et Marx peut-être aussi finalement, en le relisant tout à fait différent, c'est le texte qui apparaît et peut-être tout le reste disparaît. Oui, et puis surtout, on voit que les obsessions de Marx, qui sont le salaire, le capital et l'exploitation de l'humanité, ont été cachées finalement. Parce qu'on a mis devant, soi-disant, la dictature du prolétariat, soi-disant le matérialisme dialectique, des choses dont ils se foutaient complètement au quotidien. Qui sont caricaturales en plus. Complètement caricaturales. C'est des petits bouts de ses écrits qui ont été repris et utilisés politiquement dans des buts. Lui, il était beaucoup plus anarchiste que communiste. Il a arrêté le communisme en 1851 quand la Ligue des Justes a été dissoute et après il n'a plus jamais appartenu à aucun parti. Il le dit bien dans ses lettres. Donc c'est amusant après de voir qu'on en fait une figure communiste alors que le communisme existait avant lui, il a existé après lui et il n'était pas un... C'était pas un théoricien en tout cas, c'était pas un politicien. Oui, tout à fait. Lui, il était contre l'État, il voulait que le prolétariat récupère l'État, mais le détruise tout de suite. Oui, c'était pas pour recréer un autre État politique où on aurait inversé le rôle des dominants. Non, il est vraiment contre la domination, contre l'esclavage, et du coup...
il supporte pas la contrainte, et ça c'est très fort dans la correspondance. C'est le côté être obligé libertaire, de gagner de l'argent, c'est un enfer pour lui. Alors que lui, son idéal, c'est de jouir de ses facultés intellectuelles, jouir de ses facultés humaines, pouvoir être dans la vie, pouvoir écrire. Et il y a dans ses textes de jeunesse en 1844, il dit son idéal, c'est chasser le matin, pêcher l'après-midi, faire de la critique théâtrale après le repas, sans devenir ni jamais pêcheur, berger ou critique. C'est-à-dire faire ce qu'on veut quand on veut dans la journée. Donc c'est vraiment un idéal très fort pour lui, et donc il n'y a pas tout ce côté étatique, bureaucratique qu'il détestait. Oui, finalement qui caricature le personnage et qui en fait un personnage dans lequel finalement on peut mettre dans un contexte et puis finalement qu'on sort pas. Vous, l'idée c'est de revisiter Karl Marx, c'est vrai, et puis d'apporter un autre éclairage, parce que je me dis c'est un personnage qui doit être complexe quand même, hein. C'est un personnage qui doit avoir d'autres dimensions également qu'on pourrait explorer. Là vous partez par une correspondance personnelle. Oui, on tire beaucoup de choses de la barbe de Marx, et des choses qui parfois n'y sont pas forcément. Oui, voilà. Et le personnage est très très intéressant, parce que c'est vraiment un homme qui s'est consacré à la cause de l'humanité. Finalement, il voulait rendre l'humanité consciente d'elle-même, parce qu'il pense qu'une humanité consciente d'elle-même ne peut pas être réduite en esclavage, tel un élevage de chevaux. Et cet idéal-là, il l'a mis au-dessus de tout. Il a sacrifié sa famille, son bonheur, sa vie physique pour terminer son œuvre et essayer de décrypter comment une partie de l'humanité peut arriver à rendre esclave une autre partie. Et à côté de ça, c'est un personnage extrêmement généreux, qui très très jouisseur. Il a eu 7 enfants, il y en a 4 qui sont morts à cause de la misère, mais il partageait tout avec Engels, puisqu'il a même demandé à Engels de se faire passer pour le père de l'enfant qu'il a eu avec la bonne. C'était une relation très proche. Vraiment, j'ai pas vu d'autres exemples dans l'histoire de l'humanité de 2 personnes qui travaillent comme ça aussi intensément ensemble, et sans qu'il y ait d'aigreur, de jalousie, de lutte d'ego, puisque Engels a complètement cédé la première place à Marx. Tout à fait. Alors que c'était Engels qui travaillait au sein de la manufacture de coton de son père pour nourrir la famille Marx. Donc l'argent d'Engels partait chez les Marx, et les textes de Marx étaient parfois coécrits avec Engels. Donc ils étaient dans une espèce de grande communauté. Complicité intellectuelle, mais aussi de tous les jours, de vie de tous les jours. Et vraiment une amitié, mais profonde. Du cœur et de l'esprit, parce tout ça. Que à la fin, quand on lit les dernières lettres au moment où le Capital sort, on se rend compte que Marx n'a écrit le Capital que pour remercier Engels de lui avoir permis d'écrire le Capital. C'est-à-dire que grâce à Engels, il y a un hommage à l'intérieur. Il n'y a pas tellement d'hommage à l'intérieur même du Capital, mais il y avait une seule personne dont la vie comptait sur Terre à ce moment-là, c'était la vie d'Engels. C'est à lui qu'il envoyait les feuilles imprimées pour avoir ses corrections, et à un moment donné, dans une des lettres, il dit ta satisfaction m'importe plus que tout ce que le reste du monde peut en dire. On peut dire que Karl Marx, finalement, c'est quelqu'un qui doutait énormément et qui avait besoin vraiment de l'assentiment et d'avoir un regard extérieur, celui d'un ami très proche, pour finalement, on le prend des fois pour quelqu'un de très indépendant et très sûr de lui, et c'est cette relation l'a aidé donc à je pense que sans Engels, Marx n'aurait rien publié. Marx ne serait que Karl. Il aurait fait des choses sans doute, mais Engels était celui qui l'a poussé à finir. D'accord. Parce que lui se noyait dans un océan de livres, de données statistiques, il n'arrêtait jamais. Par exemple, quand il découvrait des traités d'agriculture russes, il apprenait le russe. Et lisait c'était un perfectionniste, tout ce qu'on pouvait. Voilà. Et en fait, il n'arrivait jamais à terminer. Et Engels était celui qui vraiment lui disait maintenant il faut imprimer. Qui lui a amené la synthèse, qui lui a amené la méthode aussi, la méthodologie peut-être pour aller jusqu'au bout d'un tel ouvrage. Oui, et puis Engels avait un raisonnement beaucoup plus clair, ça se voit aussi même dans l'écriture des lettres. Les lettres d'Engels sont beaucoup plus argumentées, beaucoup plus claires, et souvent Marx envoyait à Engels les articles par exemple sur l'électricité qu'il n'arrivait pas à comprendre, et il demandait à Engels de les traduire en allemand. Engels traduit en allemand et lui explique le contenu de l'article. Donc il avait toujours besoin quand même de passer par Engels, et il lui soumet tout le temps ses idées, un peu comme s'il disait tiens, la rente foncière ou la plus-value, voilà, j'explique ça comme ça. Qu'est-ce que tu penses de cette formulation ? C'est fantastique. Mais là on parle beaucoup histoire, mais finalement Karl Marx est toujours d'actualité, hein, et la preuve, il y a beaucoup de conflits autour de chez nous, et puis entre autres il y a ce conflit qui est proche d'Avignon, hein, qui est celui de Fralib à Gémenos, et vous êtes rendu, alors
ça c'est une tradition qui est ancienne, puisqu'on se rappelle qu'en mai 68, les étudiants, les artistes débarquaient dans les usines et soutenaient le mouvement ouvrier. D'accord. Et faisaient également, ça c'est très ancien déjà, et on fait des spectacles dans les usines. Ah, je savais pas. Ah ouais, donc vous avez repris une tradition qui est très ancienne et qu'on avait oubliée. Et donc voilà, racontez-nous cette journée qui est tout à fait cohérente avec votre positionnement, on va dire, historique, pas que d'artiste, hein, aussi de citoyenne. Hein. Ouais. Alors là, c'était donc il y a le 15. C'était le 17. Le 17, voilà, cette semaine. 17. Je suis donc allée jouer, pour les Contis. Les Contis, c'est les Contis, voilà. Oui, les Contis. Oui, oui. J'étais déjà allée jouer pour Continental, voilà, bien sûr. Ouais, pour Mittal à Rosselange, puis après pour Fralib à Gemnos 2 fois. Et là, c'est les Contis de Continental Nutrition, dont l'usine est en occupation, qui m'ont proposé de venir jouer. Donc, ils m'ont construit une magnifique scène en palette, devant l'usine. Donc, c'était très beau, parce qu'il y avait l'usine en fond avec les silos. Et cette usine est occupée depuis 177 jours, je crois. Les Fralib, ils en sont à 600 jours. 600 jours, oui. Et donc, c'est sûr que dire du Marx dans un lieu pareil, c'est concret. Oui, c'est concret. Marx revit. C'est fantastique. C'est vraiment une grande émotion. Et en plus, c'est vraiment pour moi des exemples, parce qu'ils ont tout à fait raison de lutter. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Et c'est vraiment très... C'est important qu'il y ait encore des gens qui aient cette culture de la résistance, de la lutte, et de pas forcément se soumettre tout de suite au capitalisme. Et pas de se dire effectivement que c'est souvent la solution unique, parce qu'il y a beaucoup d'autres solutions. Entre autres, je sais quand on fait des revues de presse, on s'intéresse au mot souvent de compétitivité, mais des entreprises très compétitives partent quand même. Alors c'est la compétitivité de quoi? Est-ce que c'est celle du taux horaire, ou est-ce que c'est celle des actions? Parce que est-ce que c'est celle de rentabiliser des actions? Est-ce que 15% c'est pas assez compétitif et elles partent, les entreprises, parce que c'est pas, on veut du 16 ou du 17? On a l'impression qu'il y a des mots qui sont utilisés à tort et à travers, et les gens se soumettent un peu aux mots finalement. On se dit il y a qu'un modèle, puisque l'Europe de l'Est a disparu sous le mur de Berlin. C'est la seule chose qui peut s'accumuler à l'infini. Oui. Et donc les milliardaires et les capitalistes sont dans cette névrose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin. Donc ils sont tout le temps en train d'essayer de réduire les coûts. Donc il n'y a pas de logique humaine. Marx dit que la misère sociale est le but de l'économie. Oui, tout à fait. Le but de l'économie est de faire que nous soyons le plus malheureux possible. Alors c'est un mouvement tournant d'ailleurs, parce que on découvre que jusqu'à présent les entreprises ont été externalisées leur production en Afrique du Nord. Après elles sont parties en Asie, et puis comme l'Asie également, elle progresse en salaire, en niveau de vie aussi. Donc ils cherchent d'autres pays, mais la planète Mars n'est pas encore habitée. Donc ils ont trouvé un truc extraordinaire, c'est que finalement ils vont appauvrir des pays comme la Grèce, diminuer le coût du travail en Grèce, et pouvoir venir en Grèce finalement de cette façon-là. Et ils ont tout inventé. Effectivement, le mouvement cyclique est toujours là, c'est-à-dire qu'il y a toujours une suite. Oui, et c'est assez cruel et cynique. On est menacé en tant que salarié. Tout le monde est menacé. Tout le monde est menacé. Puisque leur quête d'argent est infinie. Donc, si on est dans les classes moyennes, on sera les futurs pauvres. Et puis, le but du jeu, c'est de prendre le plus possible à tout le monde. Vous êtes dans un spectacle qui est très révolutionnaire au bout du compte, qui n'affiche pas son nom peut-être dans celui des Comment épouser un milliardaire, mais qui est révolutionnaire au bout du compte, parce que vous dites des choses qui sont tout à fait très argumentées, tout à fait évidentes, mais qu'on n'entend pas souvent finalement dans l'actualité et encore moins dans le spectacle. Oui, c'est étrange. Le fond et la liste de Forbes, par exemple, la vie des milliardaires est tellement drôle en soi que j'ai du mal à comprendre comment ça se fait qu'on ne s'y intéresse pas plus. Et puis surtout, c'est tellement notre quotidien. Bien sûr. Les marques. Je veux dire, quand je vais chez Continental Nutrition ou chez Fralib, c'est les gens qui fabriquent ce que nous mangeons tous les jours. Oui. Et c'est intéressant de voir que ces gens-là ils sont partout, nous protègent. dans notre frigo, dans nos assiettes, dans nos placards, dans notre lit. Les ouvriers qui fabriquent protègent quand même ce que nous mangeons. Et une fois que ça part en Pologne et en Chine, les conditions de fabrication sont quand même tout à fait différentes. Par exemple, Unilever, qui possède l'usine Fralib de thé éléphant et thé Lipton et tout ça, pour accroître les marges, il y a 5 ans, a mis des produits chimiques dans les thés pour remplacer les arômes naturels par des arômes artificiels. Et moi, j'ai vu les bidons
d'arômes chimiques avec des. Et dessus, il y a un poisson mort et des feuilles, un arbre avec les feuilles qui tombent. Et ça va dans notre thé aromatisé qu'on achète dans tous les bars. Et on se dit, c'est une grande marque, donc j'ai confiance dans la marque. Voilà. Sauf que c'est la dernière chose à faire, j'ai l'impression. Oui, et reprendre le pouvoir. Et eux savent. Ceux qui fabriquent ce thé-là aimeraient que les marges soient moins grandes et qu'ils puissent fabriquer du thé qui soit encore avec des arômes naturels. Ils se sont même battus pour garder les machines qui faisaient l'aromatisation naturelle. Donc grâce à eux, grâce à leur lutte, on a encore des machines en Provence qui peuvent faire ça. Alors vous donnez beaucoup de noms dans le spectacle, vous donnez des noms de marques également. Vous n'avez pas de soucis ou des retours éventuellement parce qu'on sait que les grandes firmes sont procédurières également, elles tiennent beaucoup à leur image de marque et elles peuvent si le jour où le spectacle passera peut-être en plus grande audience, non? Je sais pas. Vous avez pensé à ça, non? Non, j'y ai pas pensé, puis je me dis après tout on connaît bien les acteurs, bien sûr. Pourquoi ne pas connaître les milliardaires? On connaît les footballeurs. Ça me fait toujours rire quand on critique le salaire des footballeurs, mais comme je dis dans le spectacle, le footballeur c'est quelqu'un qui vit de son travail, c'est pas un petit chinois qui court à sa place. Tout à fait, c'est pas un autre qui travaille pour lui. Et en plus c'est des salaires qui sont dérisoires comparés au profit des milliardaires. Ah oui, c'est de l'ordre d'une dizaine d'euros, quoi, c'est ça. On est autour de 12 euros par mois. Au maximum, ils gagnent 200 000 euros par mois pendant quelques années, mais de toute façon, ils n'arriveront pas à devenir milliardaires. Ils n'arriveront pas à toucher du doigt ce niveau de salaire. Oui, c'est-à-dire que là, il ne compte plus. La dernière chose que je voulais voir aussi avec vous, c'est que je vois beaucoup sur des plateaux de télé aussi avec finalement des journalistes du Monde, des journalistes économiques, et on vous invite par rapport à votre spectacle souvent. Et vous avez sûrement un œil finalement qui est différent, qui arrive au